Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 15e édition des États de la France. Je suis Olivier Marchal, chairman de Bain & Compagnie France et je suis très heureux de vous accompagner tout au long de cette journée. Les États de la France réunissent chaque année, vous le savez, les représentants, les dirigeants d'entreprises étrangères implantées en France pour débattre du thème de l'attractivité du pays. Je rappelle que cette communauté des entreprises étrangères implantées en France a un poids économique important pour le pays, puisqu'elles emploient 2,2 millions de collaborateurs, qu'elles représentent 30% de l'investissement industriel en France et près du tiers des exportations. C'est donc un poids économique significatif. Alors évidemment, cette édition 2020 est un petit peu particulière. Nous ne nous retrouvons pas, comme c'était prévu initialement, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, mais ici, dans cet amphithéâtre virtuel, dans ces circonstances particulières. Mais cela ne devrait pas nous poser de problème, puisque cette virtualité, c'est évidemment notre quotidien, notre réalité quotidienne depuis plus de 9 mois. Nous allons avoir en tout cas une journée passionnante de débats et d'échanges sur ce thème de l'attractivité de la France. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce sujet, je suis très heureux pour l'ouverture officielle de cette édition 2020 des États de la France de laisser la parole à quelqu'un qui a longtemps été un pilier de cet événement lorsqu'il dirigeait la filiale française du groupe, dont il est aujourd'hui le patron au niveau mondial. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, et je vous demande donc de chaleureux applaudissements virtuels pour accueillir ce message d'Alain Dehaze, le CEO mondial du groupe Adecco. Alain, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honoré d'ouvrir cette 15e édition des États de la France, qui cette fois encore s'inscrit dans une actualité très particulière. C'est toujours un plaisir pour moi d'être en France, même digitalement, bien que j'aurais bien entendu préféré vous rencontrer physiquement. Je remercie les États de la France, et en particulier Denis Zervoudaki, de me donner cette opportunité de partager mon éclairage sur la situation du marché de l'emploi. Ce marché de l'emploi, je le connais bien. En effet, le groupe Adecco est l'un de ses principaux acteurs mondiaux. Nous mettons à l'emploi chaque jour, dans 56 pays, plus de 2 millions de personnes au sein de 100 000 entreprises. Nous accompagnons annuellement les transitions professionnelles de près de 400 000 personnes, notamment suite à des restructurations, et ce via notre marque LHH, Altedia. Nous avons pour objectif aussi de former 5 millions de personnes dans le monde d'ici 2030, dont 1 million en France, notamment via notre filiale General Assembly. Beaucoup de commentaires ont déjà été faits sur les impacts de la crise sanitaire. Ce que je constate, c'est que les mutations étaient déjà à l'œuvre bien avant le début de la pandémie. Cette crise les a considérablement accélérées. Nous n'avons pas d'autre choix que d'assumer et d'accompagner ces transformations pour entrer dans une nouvelle ère du travail. Et j'aimerais, dans mon intervention, répondre à 3 questions. La première, que constatons-nous actuellement et à quoi pouvons-nous nous attendre? Ensuite, comment réagir et transformer cette crise en opportunité? Et finalement, quelles sont nos recommandations pour les individus, les employeurs et les gouvernements? Commençons par la première question et tout d'abord, que constatons-nous actuellement et à quoi pouvons-nous nous attendre? La situation actuelle est en fait une accélération des mutations structurelles qui avaient déjà été identifiées. D'ici 2025, 85 millions d'emplois seront impactés par la technologie dans le monde entier, selon le World Economic Forum. La destruction de l'emploi s'accélère à court terme. En avril, l'Organisation internationale du travail estimait que 195 millions d'emplois
auront disparu au second semestre 2020. En parallèle, une nouvelle organisation du travail se met en place. Selon une étude que nous avons menée auprès de 8000 personnes dans 8 pays, voilà les principales conclusions. Tout d'abord, un idéal universel est partagé par tous. Le futur du travail va être hybride, moitié en présentiel et moitié en distance, peu importe le pays, l'âge, le statut pour les fonctions qui n'exigent pas une présence. Ensuite, l'avènement de l'intelligence émotionnelle est là. 28% des personnes interrogées déclarent que leur bien-être et leur santé mentale ont été dégradés pendant le confinement et que seul un manager sur 10 a su répondre à leurs attentes. Enfin, la volonté de se former se renforce. 62% des personnes interrogées en France souhaitent continuer à développer leurs compétences, notamment digitales. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que dans ce contexte, le grand gagnant en termes de confiance, c'est l'entreprise. 88% des personnes interrogées ont déclaré que l'employeur avait répondu à leurs attentes dans ce contexte. Aussi, il nous faut, et quand je dis nous, je pense à nous, entreprises, avec l'aide des pouvoirs publics, plus que jamais être pragmatiques, être dans l'action et agir pour assurer que l'économie fonctionne et ne surtout pas adopter une attitude de repli. Nous, entreprises, devons prendre nos responsabilités individuellement et collectivement pour faire preuve d'innovation sociale, en plus d'innovation technologique. Une fois ce constat fait, comment réagir et comment transformer cette crise en opportunité? Le défi aujourd'hui est de synchroniser la destruction et la création d'emplois. Créer des ponts entre les entreprises en difficulté et celles qui recrutent pour éviter aux personnes de passer par la case chômage. Lors du premier confinement en Allemagne, le groupe Adecco a pu agir en ce sens en accompagnant nos clients du secteur aérien pour permettre à leurs salariés d'aller travailler dans des entreprises du secteur de la logistique qui étaient en recherche de personnel. Dans cette perspective, un enjeu central est également de développer une réelle culture de la formation pour tous. 97 millions de nouveaux postes vont émerger dans le monde selon le Forum économique. La formation ne doit pas être envisagée comme un coût, mais comme un investissement qui doit être valorisé comptablement et soutenu fiscalement. J'y reviendrai. Car on sait que les salariés perdent environ 40% de leurs compétences tous les 3 ans. Car il est prouvé qu'il est moins cher et plus efficace de faire monter en compétences ces salariés. Car l'inadéquation des compétences a de nombreux impacts négatifs. Tout d'abord au niveau des individus, en termes de satisfaction professionnelle et de salaire. Ensuite, au niveau des entreprises, elle réduit la productivité et l'adoption de nouvelles technologies et augmente le turnover ainsi que le coût du recrutement. Au niveau macroéconomique, elle augmente le niveau de chômage et pèse sur la croissance via une mauvaise allocation du capital humain, tandis que les pénuries de compétences nuisent à la productivité du travail. Alors, quelles sont nos recommandations pour les individus, les employeurs et les gouvernements? Tout d'abord, nous devons joindre nos forces afin d'avoir un impact concret sur l'emploi. Concernant les individus, il est important que chacun se sente responsable de sa propre employabilité. En France, particulièrement, la formation est à la portée de tous, notamment via le compte personnel de formation. Ensuite, concernant les entreprises, plus que protéger les emplois, il faut investir dans l'employabilité et les compétences. Toutes les entreprises auront accès à des technologies similaires. Leur avantage concurrentiel sera donc les compétences humaines. Il est donc primordial d'avoir un réel plan stratégique en matière de compétences mis à jour régulièrement. Identifier les compétences dont l'entreprise a déjà et celles dont elle a et aura besoin à court et moyen terme, ainsi que planifier précisément la manière dont elle va pouvoir les acquérir et les entretenir. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises
qui disposent de ce plan. Très, très peu. Ainsi, valoriser la formation est crucial. Ne plus se focaliser sur les diplômes, mais miser sur les potentiels et les acquis de l'expérience. À ce titre, le groupe ADECO a lancé en octobre le CDI apprenant, s'appuyant sur le socle juridique et sécurisé du CDI intérimaire. Ce dispositif vise à recruter des candidats sur leur motivation et leur potentiel. Ils seront ensuite formés à 17 métiers qui recrutent, mais pour lesquels nous ne trouvons pas de candidats. Via ce contrat, nous recrutons 15 000 personnes d'ici fin 2021, dont 3 000 d'ici la fin de cette année. Investir dans des centres de formation débouchant immédiatement sur un emploi est aussi une solution. Au sein du groupe ADECO, nous avons par exemple lancé un CFA 100% groupe ADECO sur les métiers du recrutement et nous avons lancé un CFA commun avec Accor, Accor Invest, Corian et Sodexo sur les métiers de la restauration. On le voit, la solidarité entre entreprises est primordiale pour agir pour un avenir du travail plus inclusif. En France, je sais que beaucoup ont œuvré pour assouplir le cadre réglementaire du prêt de main-d'œuvre de salariés ces derniers mois. La législation a d'ailleurs été modifiée récemment pour alléger et simplifier leur cadre réglementaire au niveau contractuel et fiscal. Ces mesures sont positives, mais temporaires, et la refacturation limitée à 4 secteurs. Aussi, si ce dispositif fonctionne, pourquoi ne pas pérenniser ce type de dispositif et élargir la liste des secteurs concernés? Il nous faut également réfléchir aux transitions et reconversions professionnelles et aller au-delà du simple échange entre deux entreprises pour créer des structures pérennes. Le nouveau dispositif de transition collective, annoncé par Elisabeth Borne fin octobre, illustre cette volonté. C'est un nouveau dispositif concret très intéressant. En France, nous avons déjà réfléchi à ce principe et avons développé des plateformes de mobilité. Via ces plateformes, nous accompagnons des salariés en reclassement pour les orienter vers des métiers qui recrutent et, le cas échéant, en mettant en place un accompagnement renforcé avec des formations. Déjà 4 expérimentations sont en cours. Enfin, concernant les gouvernements. Dans le cadre d'une étude que nous avons publiée la semaine dernière, nous avons comparé, dans 20 pays de 3 continents différents, l'efficacité des mesures gouvernementales dans le cadre de la crise actuelle. Il ressort que la France est à la 9e position et fait donc partie des pays les plus performants. Malgré cette performance relative, de nouvelles mesures peuvent être prises pour stimuler davantage l'économie dans ce contexte. Le groupe ADECO préconise donc de réfléchir à de nouveaux modèles permettant d'inciter les entreprises à former leurs salariés plutôt que de licencier. 2 pistes concrètes pourraient notamment être explorées. La première, au niveau fiscal, l'idée serait de prévoir un traitement fiscal différencié entre les coûts supportés par l'entreprise en cas de licenciement et ceux liés à la montée et à l'adaptation des compétences. Ceci afin d'inciter les entreprises à investir dans le capital humain plutôt que de licencier. Pour des raisons d'optimum, ce crédit d'impôt sur les dépenses de formation aurait intérêt à être déconnecté de l'IS, en fait sur le modèle du crédit d'impôt recherche au Royaume-Uni. Au niveau comptable, les annonces récentes sur la possibilité d'inscrire à l'actif du bilan des entreprises les dépenses de formation sont positives, mais elles restent toutefois limitées. Elles concernent uniquement les dépenses réalisées par un prestataire externe, et donc excluent les formations délivrées en interne, et pour la mise en service d'une immobilisation. De surcroît, elles ne s'appliqueront pas aux entreprises soumises aux normes IFRS, ce qui est le cas de la plupart des grandes entreprises. Il serait donc utile d'aller plus loin. Par exemple, l'investissement dans la formation des salariés mis à disposition pourrait être valorisé à l'actif du bilan. Par ailleurs, un dispositif d'amortissement spécifique pourrait être prévu. L'employeur financerait les coûts de formation et en contrepartie, le salarié s'engagerait à rester au sein de l'entreprise sur une certaine période. L'investissement en formation
serait comptabilisé comme un actif intangible au bilan, pouvant être amorti sur une certaine durée déterminée. Et dans le cas où le salarié quitterait l'entreprise à l'initiative de l'employeur, l'entreprise devrait supporter le coût de la formation en l'enregistrant en dépréciation dans son bilan. Toutes ces réflexions, tous ces dispositifs et enseignements sont autant de pistes pour nous de trouver tous ensemble des solutions pour l'emploi dans un contexte inédit. Il y a des attentes et des obligations mutuelles. C'est pourquoi nous demandons un nouveau contrat social. Pour résumer mon intervention, la transformation du marché de l'emploi n'est pas inédite, mais elle s'accélère sous l'effet de la crise actuelle. Certains métiers évoluent, apparaissent ou disparaissent, et une nouvelle organisation du travail émerge. L'enjeu principal n'est pas la protection des métiers, mais l'employabilité et l'adéquation des compétences. Et pour ne pas être en reste ou ne pas subir cette crise et en saisir les opportunités, individus, gouvernements et entreprises doivent agir ensemble et de concert. Car nous, entreprises et gouvernements, nous ne pourrons œuvrer seuls. Et même si je tiens ici à saluer la mise en place de la stratégie européenne en matière de compétences, le Pact for Skills, nous avons tous un rôle à jouer pour trouver des solutions responsables pour l'emploi. Plus que jamais, pour les mois à venir, il va nous falloir être exemplaires et moteurs pour contribuer positivement à ce monde d'après où nous ne serons plus seulement des acteurs économiques, mais aussi et surtout des acteurs sociétaux. Telle est ma conviction, et notamment celle du groupe ADECO que je préside, et des hommes et des femmes qui agissent chaque jour en faveur de l'emploi et d'une économie plus inclusive. Et tous ici, nous avons décidé de nous mobiliser et d'agir. Aussi, je n'ai aucun doute que des jours meilleurs sont devant nous. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle journée structurée autour de débats riches et instructifs sur l'attractivité de la France et notre rôle vital, économique et sociétal qui participe à son dynamisme et à sa vitalité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci.